Vous l'avez compris, nous commençons notre prochain dossier sur... sur l'herbe. Mais non, pas celle-là. Moi, je parle du cannabis. Tush, hash, ganja, bœuf, weed, kiff, skunk, sinsé. Derrière ce champ lexical fleuri se cache une plante ancestrale, le chanvre. Ok, je suis déjà perdue là. C'est quoi la différence? Le shit, c'est de la résine de cannabis. La croquette, c'est un bout de shit. Ouais. Merci Myrtha. Enfin, je ne sais pas si la vie est plus belle avec le cannabis. Oh les mamies. En tout cas, elles ont l'air contentes. Hein. Ce serait donc vrai? Le cannabis rend heureux? Ok, il faut que j'approfondisse ça avec Fred. Arrête! Obélix! Il serait pas un peu stone notre bon Obélix là? D'ailleurs, à son époque, ça existait le cannabis? Du moment que tu as 21 ans, peu importe d'où tu viens, tu pourras y acheter de la marijuana. Salut, je vais prendre l'ananas express. Quoi? On peut acheter du cannabis dans un magasin? Évidemment, ce n'est pas en France. Hein. Mais alors, il y a des pays où c'est légal. En l'ouvrant, on verra ce que ça donne. La promesse paraît trop belle pour être vraie. Un nouveau type de drogue ferait planer sans causer d'effets secondaires. Ah oui, je connais. C'est le cannabis de synthèse. Enfin bon, sans effet secondaire, ça j'y crois pas vraiment. Hein. New York lance une campagne d'information publique contre le cannabis de synthèse, à l'origine de 2 décès récents et de millions d'urgences dans les hôpitaux de la ville. Je me disais bien aussi. Hein. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal. Oh, ça va, monsieur, on a compris. La drogue, c'est mal. Mais je me demande quand même si on devient vraiment accro au cannabis. Et aussi, pourquoi quand on fume, nos yeux sont rouges et pourquoi on a faim tout le temps? Et comment ça s'est passé en France? Et il se passe quoi dans le cerveau? Et est-ce que c'est dangereux? Allez, Fred, donne-nous des réponses avant que nos questions partent en fumée. En fumée. On va essayer de désembrumer tout ça. Comme c'est curieux, la France a l'une des législations les plus dures d'Europe concernant le cannabis, et pourtant les Français sont parmi les plus gros consommateurs. En effet, d'après les derniers chiffres officiels, 4,6 millions de Français en consomment, dont 1,4 million régulièrement. Donc inutile de se voiler la face et de faire comme si cela n'existait pas, surtout que la consommation ne cesse d'augmenter chez les ados. Alors ça fait quoi exactement de fumer un joint? Quels sont les effets et les mécanismes du cannabis sur notre cerveau et sur notre corps? Eh bien pour le savoir, c'est très simple, il vous suffit de rouler. Enfin, je veux dire, de scroller notre dossier vers le bas. Qu'y a-t-il dans le cannabis pour qu'il agisse sur le cerveau? C'est à cause d'un principe actif présent dans la plante, la molécule delta 9 tétrahydrocannabinol. Ah oui, le fameux THC. Exactement. Le THC est attiré par les tissus riches en lipides, en matière grasse, si tu préfères. Eh bien, il se trouve que ton cerveau est l'un des organes qui en contient le plus. Le THC est donc irrésistiblement attiré par lui. Pigé, et c'est comme ça que le THC agit sur les neurones. Absolument. En temps normal, les ordres envoyés et les informations reçues par le cerveau circulent le long des neurones sous la forme de signaux électriques et passent d'un neurone à l'autre par le biais de substances chimiques appelées neuromédiateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Le neurone qui reçoit le message chimique envoie lui aussi des neuromédiateurs vers le neurone émetteur. Il lui indique ainsi qu'il a compris le message et qu'il n'a plus besoin de recevoir davantage de substances chimiques. Mais quel est le rapport avec le THC? Eh bien, comme tu le vois, au bout des terminaisons de chaque neurone, il y a des récepteurs précis pour chaque neuromédiateur. C'est un peu comme une clé dans une serrure. C'est à ce niveau-là que le THC agit. Il va mimer les neuromédiateurs, prendre leur place sur les récepteurs du neurone émetteur, et ainsi perturber la communication entre les neurones. Mais ça peut être dangereux. Pourquoi alors fumer du cannabis? L'un des effets recherchés, c'est le plaisir. Car le THC, comme beaucoup de drogues, agit entre autres sur 2 zones du cerveau responsables du plaisir. Le noyau accumbens
et l'aire tegmentale ventrale, ou l'ATV. C'est donc grâce à ces zones que j'ai du plaisir en mangeant du chocolat, par exemple. Exactement. Les neurones de ces zones produisent naturellement de la dopamine, un messager chimique lié au plaisir ou à la récompense. D'accord. Et le THC agit alors sur ces neurones? Pas exactement. Les neurones producteurs de dopamine sont en permanence régulés par des neurones voisins qui leur envoient des messages d'inhibition. C'est un peu comme s'ils freinaient l'activité des neurones responsables du plaisir. Sinon, on aurait du plaisir en permanence et il nous paraîtrait moins intense. Eh bien, en se fixant sur les récepteurs du neurone inhibiteur, le THC va lever le frein. Il bloque le message d'inhibition. Les neurones producteurs de dopamine vont alors se mettre à en produire en grande quantité et provoquer une sensation d'euphorie. Ah oui, je vais être stone, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'en même temps, le THC agit sur d'autres zones du cerveau. Alors oui, il y a une production de dopamine et donc un effet euphorisant. Mais il y a d'autres effets que l'on ne peut pas ignorer quand on fume. 1. On perd les réflexes et la mémoire à court terme. Et 2. À plus long terme, si l'on fume trop, on peut perdre aussi un peu la boule. Quels sont les effets indésirables du cannabis? Il y en a plusieurs. Après la prise de marijuana, l'arrivée en grande quantité de THC dans notre cerveau dérègle la communication entre les neurones. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, pas vraiment. Car le THC n'agit pas uniquement sur les zones du cerveau responsables du plaisir. Il agit aussi sur d'autres zones, comme le cervelet, qui joue un rôle important dans la coordination et la précision de nos gestes. Fumer du cannabis provoque un ralentissement des mouvements, des pertes d'équilibre et des maladresses. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le volant sous l'emprise du cannabis. Absolument. Consommer du cannabis avant de conduire multiplie les risques d'avoir un accident mortel par 2, voire 3. Ah oui, ça calme, hein. Et ce n'est pas tout. Le THC perturbe aussi le bon fonctionnement de l'hippocampe, siège de notre mémoire. Consommer du cannabis a donc un effet sur notre mémoire à court terme, celle qui nous permet de ne pas refaire 2 fois la même chose par exemple, mais aussi sur l'apprentissage. Car toutes les informations que nous mémorisons passent par l'hippocampe. Voilà pourquoi il ne faut pas fumer de joint quand on va à l'école. Mais dis donc, fumer lorsqu'on est ado, ça n'a pas des conséquences à long terme? Consommer du cannabis durant l'adolescence, une période pendant laquelle le cerveau est en plein développement, perturbe sa maturation, ce qui n'est pas sans effet permanent. Certains scientifiques pensent même que la prise de cannabis dans la jeunesse peut entraîner une baisse du quotient intellectuel, du QI, jusqu'à 10 points. Cette diminution représenterait près de 10% des capacités intellectuelles. C'est énorme! Selon un rapport de 1998, le rapport du professeur Roch de l'Académie des sciences, la dépendance au cannabis, dépendance physique et dépendance psychique, serait faible. Mais attention, tout dépend aussi du niveau de consommation de cannabis. Voici les réponses de nos experts addictologues. Il y a des gens qui consomment de façon très épisodique, éventuellement en soirée avec des copains. Il y a des gens qui consomment de façon régulière, 1 ou 2 joints par jour, notamment le soir pour se détendre ou pour dormir. Et puis il y a des sujets qui consomment beaucoup, 10, 15, 20, 30 joints par jour, et qui sont rentrés dans cette consommation qui augmente petit à petit, et plus ou moins rapidement. Il y a 2 modes d'entrée dans la dépendance, et d'ailleurs dans toutes les dépendances. C'est soit des sujets qui ont envie de vivre des choses fortes, qui recherchent des sensations et qui recherchent l'excitation du produit et le plaisir du produit de façon très forte,
soient des sujets, et c'est plus souvent le cas pour le cannabis, qui se sentent mal dans leur peau, en difficulté dans leur relation avec les autres, et que le cannabis détend, et auquel cela permet dans un premier temps d'avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus... c'est aussi un des modes d'utilisation de l'alcool du même ordre qui facilite la dépendance, c'est chez les gens anxieux, ayant des difficultés dans les échanges avec autrui. Et donc là, le produit, dans un premier temps, paraît leur faciliter les choses. Ces facteurs de risque, ils sont et au niveau individuel. Est-ce qu'on a des difficultés justement d'ordre psychologique, d'ordre psychiatrique? Quelle est son insertion? Des facteurs environnementaux, quel est l'environnement familial? Quel est l'environnement de copains qui sont consommateurs? Est-ce qu'il y a des antécédents aussi au niveau familiaux? Et là, on fait référence à la part génétique, puisqu'il y a quand même une part génétique dans les addictions. Et enfin, les facteurs qui sont liés au produit. Ça va être la précocité notamment, de consommer précocement, c'est vraiment un facteur de risque important. Les modalités de consommer. Si on est plutôt dans une consommation autothérapeutique, c'est-à-dire globalement pour aller mieux ou pour être moins mal, ou quand on est dans une consommation à visée toxicomaniaque, ça c'est vraiment la consommation à visée de défonce, ça c'est des consommations qui sont plus à risque. La polyconsommation aussi, avec la polyconsommation la plus classique qui est alcool, tabac, cannabis. Donc c'est vraiment une multitude de facteurs de risque, et plus on a de facteurs de risque, et plus on va être à risque de développer une conduite addictive. Mais il n'y a pas un seul facteur qui va être à l'origine. Un facteur va pouvoir être un facteur déclenchant. L'adaptation sociale, scolaire, la motivation, la volonté de faire des choses est très amoindrie par le cannabis. Les gens se sentant très cool, trop cool et sans envie de... Et donc ça vient renforcer une inadaptation scolaire ou sociale ou universitaire. Il y a un repli sur soi, la consommation de cannabis devient la préoccupation principale, le rythme veille-sommeil s'altère. On voit souvent apparaître des préoccupations un peu paranoïaques, d'être poursuivi, en danger, alors qui sont parfois d'ailleurs réelles. Et donc il y a petit à petit une désinsertion sociale ou professionnelle ou scolaire qui s'installe. Donc la consommation régulière de cannabis a surtout cet effet-là d'inadaptation scolaire, ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel, sans motivation autre que la consommation de cannabis. Le traitement dépend de la gravité de l'addiction et du souhait du consommateur. Il est rarement avec une hospitalisation qui peut servir à couper du contexte et à se concentrer sur son problème de consommation, un peu comme pour l'alcool. Mais le plus souvent, c'est un travail progressif, en consultation. Éventuellement, pour les formes, les patients les plus en difficulté, on a un hôpital de jour qui leur permet de se sentir accompagnés, encouragés, avec d'autres jeunes qui se soutiennent et avec une mise à l'écart un peu des tentations, en tout cas une capacité à travailler avec eux sur le contexte de consommation. Donc je vous dis, ça va, et c'est le plus souvent le cas d'un traitement psychothérapique individuel, souvent avec l'aide des parents, parce que c'est un sujet jeune, les conséquences sur la famille et les liens qu'a la famille avec la consommation sont tout à fait importants et doivent être, si on veut que les choses changent, il faut aussi très souvent travailler sur les échanges entre le jeune et ses parents. Vraiment, le premier travail, c'est d'accepter de bien vouloir réfléchir au changement de consommation. Après, on travaille avec ces jeunes en regardant les circonstances de consommation, les effets recherchés. On ne sait pas de la même manière si c'est juste pour le plaisir ou si, et c'est souvent plus difficile à traiter, si c'est qu'il y a derrière une angoisse, un malaise, une difficulté à être avec les autres, que là il faut traiter en plus et à part. En essayant de comprendre, d'augmenter l'estime de soi, d'apprendre à dire non, de se sentir mieux dans sa peau, ce qui est un travail qui peut être plus long.
Les signes de sevrage qu'on a quand on arrête le cannabis ne sont pas forcément très spécifiques. Les principaux symptômes qu'on va observer, c'est de l'anxiété, de l'irritabilité, d'être très tendu, donc très irritable, d'avoir des problèmes de sommeil importants, ça c'est quand même extrêmement fréquent aussi, avec principalement des grosses difficultés d'endormissement. Pour beaucoup aussi, on peut avoir pas mal de sueur, des tremblements, la sensation d'être déprimé, de se sentir déprimé, donc en tout cas un malaise général qui peut débuter 24-48 heures après l'arrêt, des fois plus tôt, et qui généralement dure environ 15 jours. C'est vrai qu'il y a une représentation encore de drogue dure, drogue douce qui perdure et qui est plus forcément d'actualité. Alors qui est plus forcément d'actualité, pourquoi? C'est parce que déjà on n'est plus du tout sur les mêmes produits, en tout cas en ce qui concerne le cannabis. Le cannabis des hippies des années 70 n'est plus du tout le cannabis de maintenant. Il y a eu quand même de nombreuses études qui sont sorties, qui mettent en évidence que les taux de THC, c'est-à-dire le principe psychoactif du cannabis, est de plus en plus important dans le produit lambda qui est acheté dans la rue. Et il y a plusieurs cannabinoïdes dans le cannabis, donc le THC, le principal principe psychoactif, et le cannabidiol, plutôt protecteur. Et en fait, ce qui se passe ces dernières années, c'est que les taux de THC augmentent quand même en flèche, alors que les taux de cannabidiol ont tendance à diminuer. Donc on est sur des produits qui sont beaucoup plus toxiques et qui ont beaucoup plus d'effets délétères, avec un risque du coup en termes d'addiction beaucoup plus important. Il n'y a pas de lien direct entre le cannabis et les drogues dures. La théorie de l'escalade n'est pas scientifique. En revanche, le fait de consommer du cannabis met en rapport avec des gens qui peuvent vous procurer des drogues et qui peuvent vous inciter à consommer et à consommer des drogues plus dures. Et c'est plus un risque social qu'un effet biologique du cannabis. Et comme maintenant les dealers sont multicartes et ont des tas de produits qui vont de la cocaïne aux nouvelles drogues à proposer, les sujets peuvent s'accrocher en plus à ces nouvelles drogues. Surtout s'ils ont une personnalité addictive, comme on vient de le dire.